Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, une édition printanière chauffante, chauffée et chaude cette semaine. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. C'est parce qu'on a beaucoup de matériel. Je regardais le programme, puis il s'en est passé des choses cette semaine. Et forcément, à Une tasse de tech, on vous explique tout ça pour que vous partiez ensuite avec votre bagage de connaissances sous le bras. Et personne ne vous collera une colle, forcément. Moi, je me dis, si les gens passent un bon moment, c'est déjà beaucoup. En parlant de leur sujet préféré, la technologie, ou un de leurs sujets préférés, on peut pas juste parler d'affaires de sexe puis de jokes de gossous dans des podcasts. On fait pas ça. On est une tasse de tech dans l'esprit du café. Si on était un boc de tech, je sais pas ce qu'on ferait, mais on ferait pas la même chose. On le ferait plus tard dans la journée, parce que c'est franchement pas l'heure. Non, mais on pourrait aussi boire de façon responsable et tout à fait sympathique en dégustant le produit plutôt que s'en enivrer. Voilà. On va remercier tout de suite nos partenaires, TELUS et Plan Hub. TELUS et Plan Hub qui permettent à ce podcast d'exister. Dans cet épisode, comme tu l'as dit, chargé, on va parler... Surprise, Alain. Attends un peu, je te surprends. Premier sujet, intelligence artificielle, face de Pikachu surpris. On va parler de souveraineté des données. On va parler de la sécurité de son navigateur web, de moteur de recherche, pas de l'émission. On va parler de moteur de recherche dans son navigateur. Il y a encore une émission qui s'appelle comme ça? Je pense que ça avait changé de nom. Bonne question. Je sais pas, j'ai pas cherché. On va parler du Razr Fold de Motorola et d'aspirateur robot qui nettoie. Alain, tu as essayé le tien, j'en ai essayé un autre, j'en ai même un troisième dont je pourrais parler dans un prochain épisode. Ça change la donne. Je sais pas ce que tu penses, là, mais les aspirateurs robots qui nettoient, les gens avaient beaucoup de réserves avec les aspirateurs robots. Je pense qu'on est rendu beaucoup plus loin qu'il y a quelques années dans les aspirateurs robots qui nettoient. En tout cas, ils ont beaucoup évolué dans les dernières années, ce qui donne l'impression que si on attend encore quelques autres années, ça va être encore plus spectaculaire, disons, dans 2-3 ans, 2-3 générations de modèles. Donc, je ne sais pas à quel point il faut l'arrêter puis dire j'en achète un maintenant. Oh, bon sang. Attends, c'est-tu un parallèle avec nos nouvelles sur l'intelligence artificielle qui s'en viennent, ça? Ah, ça n'arrête jamais. Non, ça fait juste, forcément, il y a de l'automatisation. Ah oui, t'as un beau lien qui s'en vient, regardez ça. Le lien se fait bien. Avant d'aller dans cette direction-là, parce que vous savez qu'on s'en va directement, lentement mais sûrement, vers nos espresso tech, l'expression qui est inventée de toutes pièces par nous. Vous savez, la vie, ça coûte cher, hein, on le dit à chaque fois, mais si vous écoutez Une tasse de tech et vous savez qu'on a des conseils pour vous aider à payer moins cher, vous savez aussi qu'il existe un livre, et même 2, Payez moins, dans ce cas-ci pour vous déplacer n'importe où au Québec, mais aussi pour vos services de streaming en rouge, dont je n'ai plus de copies parce que je les ai toutes refilées à des gens qui en avaient grandement besoin et qui permettent de sauver des centaines de dollars par mois, dans les deux cas, si vous appliquez intelligemment les conseils, astuces, testés, vérifiés et confirmés par l'auteur des 2 livres, moi, c'est quand même cool. Bref, vous achetez un petit livre, vous informez, paf, vous économisez des sous et ensuite vous pouvez dire est-ce que ça vaut la peine d'acheter un aspirateur robot parce que j'ai maintenant le budget dégagé pour me le permettre. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais on peut le considérer, si ça nous procure du bonheur, si ça rend notre appartement plus propre, ça diminue nos allergies. Voilà. Moi, je suis plutôt partant. Je te dis, je suis un peu biaisé, Alain. On commence avec une première nouvelle? Ouais, allons-y, parlons d'intelligence artificielle, mais d'une façon intelligente, forcément, et même naturelle, je dirais, parce qu'il y a du mouvement. Ben oui, c'est ça, et ça relance cette conversation sur l'évolution effrénée de la technologie. Oui, et je ne sais pas si tu te souviens il y a quelques années, tu t'en souviens, c'est certain, il y a Joshua Bengio, entre autres, et un paquet de gens en intelligence artificielle qui disaient il faut ralentir le développement, il faut arrêter le développement, ça va trop vite, c'est dangereux, ça va nous contrôler, on va perdre le contrôle là-dessus. C'est au tour d'Anthropic de suggérer une pause du développement de l'intelligence artificielle. Anthropic, Claude, c'est question de permettre à la société de réfléchir et de s'adapter aux changements que l'intelligence artificielle cause. Dans un billet, quand l'intelligence artificielle se construit elle-même, et là, je commence à sentir qu'Anthropic aime beaucoup le côté edgy. Là, notre intelligence artificielle est tellement dangereuse qu'elle va révéler toutes les failles de sécurité. Puis l'intelligence artificielle est tellement... je pense qu'il surfe un peu là-dessus. C'est coécrit. Ils ont fait beaucoup de millage avec ce fameux système modèle d'IA mystère, boîte noire, qui est capable de tout faire et même plus. Là. Ben oui, et là, c'est le biais quand l'intelligence artificielle se construit elle-même, qui est coécrit par le cofondateur d'Anthropic,
Anthropic, Jack Clark, et la directrice du Anthropic Institute, Marina Favaro. Ils disent entre autres que l'intelligence artificielle de plus en plus se construit elle-même. L'intelligence artificielle analyse son propre code, bonifie son code et tout. Et là, ils disent, à un moment donné, ça va faire une boucle. Tu sais, l'utopie de l'intelligence artificielle qui disait, on n'a plus besoin d'humains. Et fameux point de flexion là, vers la singularité. On tombe rapidement dans la fiction. Là. Et c'est ça. À quel point, il me semble, ça fait 50 ans qu'on nous dit que ça va arriver. Puis là, c'est encore une fois, c'est dans quelques années, est-ce qu'on va y arriver? Et je trouve ça intéressant parce qu'on compare le développement de l'intelligence artificielle à celui des bombes nucléaires. On n'est pas dans la dentelle, là. L'intelligence artificielle, c'est aussi dangereux que le développement de l'intelligence. Mais c'est plus facile à cacher. Entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ça fait pas de radiation, ça demande pas du plutonium, tu le développes en secret. Puis là, ils disent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Si on fait un frein, puis que les autres continuent, ils vont avoir un avantage incroyable. Puis là, tu tombes dans une belle impasse, que n'importe qui est mal intentionné va continuer de développer ses intelligences artificielles. On s'en souvient quand le groupe avec Joshua Bengio à la tête avait dit on arrête ça. 3 mois plus tard, il annonçait des développements dans l'intelligence artificielle. Ça n'a pas arrêté pour 2 scènes, là, ça n'a pas ralenti. Ça ressemble beaucoup. Aux États-Unis, il y a la National Rifle Association là, qui est un énorme lobby pour les armes à feu et qui disait à un moment donné, pour arrêter un dude méchant avec un fusil, ça prend un dude bon avec un fusil. Et on est un peu dans la même rhétorique dans l'IA de frontière. On appelle ça en anglais le Frontier AI, là, c'est une espèce de technologie dernier cri où on dit, écoutez, soit on arrête le développement, soit on donne des bonnes IA aux gens pour contrer les mauvaises IA. Puis c'est clair que ça crée un effet, une spirale. Bon, les gens dans l'industrie vont dire un cercle vertueux de l'adoption, mais on peut s'inquiéter aussi sur le fait qu'à un moment donné, on fait juste nourrir la machine pour nourrir la machine et ça crée une enflure forcément qui est un peu hors de contrôle en fait. Ça fait de la publicité et je trouve toujours le côté le fun de dire « on vous avait prévenu ». Ah oui, oui, c'est ça. On vous l'avait dit, écoutez, vous avez continué malgré... Nous, on a levé le drapeau. Nous sommes vertueux, tu parles de vertu. On a levé le drapeau, on avait raison. Puis si ça continue puis il n'y a rien qui se passe, ils ont raison aussi. Pas notre faute, mais amenez-en. On va développer des modèles. Oui, c'est ça. On ralentit, mais en même temps, on a le pied sur l'accélérateur. Ben oui. Intéressant comme concept. D'ailleurs, parlant de ralentir et d'accélérer en même temps, c'était cette semaine la publication fort attendue de la stratégie nationale canadienne en intelligence artificielle. J'ai été chanceux à travers la presse d'avoir été aux premières loges de ce lancement parce que le document... Écoutez, si vous avez deux bonnes heures, vous pouvez lire le document de la stratégie. Évidemment, c'est public, ça fait presque 50 pages. Et c'est assez costaud. En gros, là, il y a 6 affaires. Je disais, d'ailleurs, dans ma première réaction, c'était « Wow, c'est vraiment très canadien comme stratégie parce que c'est pas tout à fait le laisser-aller qu'on adopte aux États-Unis en voulant dire « Nous, on a des géants techno, ils valent 1000 milliards, allez-y. » Et là, on laisse les gens, évidemment, tout va bien aller. Et c'est sage d'un peu de freiner cet enthousiasme parce que, justement, parler à des gens qui sont ferrés un peu en finance et cette enflure de valorisation repose pour l'instant sur du vent. Vous savez, Anthropic va s'inscrire à la bourse, OpenAI va s'inscrire à la bourse. Les deux entreprises vont valoir chacune pas loin de 1000 milliards de dollars sur un modèle d'affaires qui n'est pas rentable et qui, dans le cas d'OpenAI, ils le disent eux-mêmes, ne le sera pas d'ici au moins 5 ans. Fou. Si tout va bien. Je comprends qu'il y a des spéculateurs boursiers qui sont prêts à attendre ce temps-là, qui vont acheter ce modèle, cette promesse éventuelle de transformer l'univers en je ne sais pas quoi. Mais on a voulu éviter ça au Canada, je vais le dire comme ça, avec la stratégie. On veut surtout, et c'est ça la clé, et j'espère que ça va mener à quelque chose de bien, parce que j'écoutais les réactions dans les médias électroniques dans les derniers jours après la publication de la stratégie. Je voyais dans mon inbox les réactions du public. On a un cruel besoin de hausser la littératie numérique à tous les niveaux, au Canada, au Québec, en français, en anglais, dans les langues de votre choix. Parce qu'on tombe trop souvent dans les clichés et on commence de plus en plus à entendre les gens qui sont mal informés avoir des opinions. Il y avait un commentateur à la radio qui discutait de la stratégie et qui... Lui, il était pas d'accord, il était pas content. Et là, l'animatrice de lui demander mais pourquoi il n'arrivait pas à l'exprimer. Je trouve que je crois que je pense que... Puis, je comprends qu'on a... Puis c'est normal d'avoir une position sceptique. Écoute, c'est une stratégie publique et politique et qui engage des dollars, forcément, là, qui viennent du trésor public.
Mais si vous n'êtes pas capable d'articuler votre pensée par rapport à quelque chose, c'est difficile d'arriver avec une conclusion rationnelle. Donc, il faut lire la documentation, il faut lire la stratégie, il faut s'informer et vous allez voir. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. Donner des outils aux écoles, donner des outils aux universités, donner des outils aux entreprises pour améliorer le niveau de connaissance des gens sur la technologie. Et ça, c'est vraiment nécessaire. C'est un peu drôle que ça vienne dans une stratégie sur une technologie de pointe. On pourrait juste arriver avec une politique générale de dire on aimerait ça que les gens soient ferrés en numérique. Commerce électronique, toutes les cybermenaces. Écoute, 80% des menaces numériques de nos jours reposent essentiellement sur le fait qu'on est mal informé, on sait mal comment fonctionne le courriel, des mécanismes numériques simples, un site web, et bien sûr les agents conversationnels. Et on doit s'attaquer à ça. Et c'est pas une stratégie en IA que ça prend pour ça, c'est une stratégie en éducation numérique, tout simplement. C'est un petit morceau de la stratégie en IA. Espérons que ce sera la plus grosse affaire. S'il y a une chose qui doit sortir de ça durablement, c'est vraiment ça, de rehausser le niveau de connaissance. Et c'est là où on pourra ensuite, avec les bonnes connaissances, bâtir les bonnes entreprises et les bonnes technologies. Ça a tout plein de bon sens. On a beaucoup parlé d'IA souveraine. C'est un composant de la stratégie nationale. L'IA souveraine, ça veut dire quoi? J'ai demandé, entre autres choses, au ministre... ça se glisse bien dans une conversation. J'ai demandé au ministre... J'ai eu la chance de le faire, on va dire. Regardez, une tasse de tech, on est quand même une coche au-dessus. On fait pas juste j'ai lu sur Internet. C'est celle qui a parlé décide. Aux gens. C'est ça. J'ai parlé aux gens du Mila, j'ai parlé aux gens de Cohere, j'ai parlé aux gens de Coveo. J'ai dit, c'est quoi une IA souveraine? Vous savez, quand on dit dans l'automobile, voici une voiture canadienne. C'est quoi une voiture canadienne? Une voiture canadienne, en principe, ça n'existe pas vraiment, mais disons une voiture considérée américaine, c'est une voiture qui a un certain pourcentage de contenu local. C'est pas 100%. Ça varie selon à qui vous parlez, et je pense que c'est même en train d'être renégocié pour être réélevé comme ça. Il y a genre 80% de contenu états-unien dans ce cas-ci, parce qu'on est dans une guerre géopolitique. Mais du point de vue canadien, c'est pas un très haut pourcentage de technologie qui doit être, ou de composants qui doit être canadien pour qu'une voiture soit considérée construite de façon domestique. L'IA souveraine, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'on va avoir des technologies canadiennes, des applications, des services, des solutions qui vont probablement être hébergées soit sur des serveurs canadiens d'entreprises comme Micrologic, X-Structure, qui est dur à prononcer, mais qui est E-Structure avec un X au lieu du S, qui était montréalaise, qui est rendu ontarien, ou qui va être carrément sur AWS d'Amazon, Google Cloud ou Azure chez Microsoft. Mais là, c'est un composant canadien. Un composant canadien, c'est ça, parce que toujours la question de la souveraineté des données, c'est que si tes données sont sur des serveurs détenus par des intérêts étrangers, il y a toujours un risque que ces données-là soient sous l'emprise des... entre autres, la loi, c'est le Patriot Act. C'est ça qui... Patriot Act, ouais. qui permet... Il y a trois affaires. Il y a le Cloud Act, il y a le Data Act, puis le Patriot Act, c'est pas toujours la bonne loi. L'Union européenne, tu as d'autres règles qui permettraient éventuellement d'avoir certaines ingérences sur le contenu. Fait que si on veut être 100% donc, l'IA souveraine ne sera pas de bout en bout nécessairement canadienne. On va peut-être jouer là-dessus. Puis de toute façon, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est pas dans tous les cas où on a besoin d'une structure comme ça souveraine. On peut avoir des applications, effectivement, fournies par Microsoft ou par Google sans problème dans certaines entreprises. Peut-être juste pas pour le dossier santé. Chose que le gouvernement québécois vient d'allumer, vient de réaliser, il y a à peu près 2 semaines. Ça fait des années qu'on en parle. Bienvenue dans le monde numérique. En tout cas, bref. Et je vais dire ceci. Il y a un mot. Écoute, j'arrivais pas à le dire en anglais. On va, et j'espère que c'est vrai, parce qu'on m'a dit, oui, on va négocier avec d'autres pays, l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, des standards pour créer une interopérabilité. Oui. Et là, je l'ai pas dit en anglais, parce que c'est pas facile de dire interopérabilité en anglais. Mais on m'a dit que ça ferait partie des conversations pour créer une notion de base de portabilité des données. Je veux pouvoir effacer mes données chez un fournisseur parce que je l'aime pas. C'est tout à fait légitime. Ou je l'aime plus, ou il répond plus à mes besoins. Des fois, c'est juste ça. Et je veux pouvoir porter ces données-là. Tu sais, j'ai un dossier santé chez une entreprise, par exemple Epic Systems, mais je veux utiliser celle d'un fournisseur québécois. Je vais effacer là, puis je vais les porter là. En ce moment, c'est un paquet de troubles. Juste passer de Gemini à ChatGPT, c'est un paquet de troubles en ce moment. Juste passer de Spotify à Apple Music, c'est un paquet de troubles. Ça devrait pas... Tu sais, c'est un minimum pour améliorer la concurrence et aussi pour payer moins cher pour les consommateurs. Et il y a ça, me dit-on. Ça, je pense que je vais pouvoir faire du millage là-dessus dans les prochaines années, parce que je doute que ce soit vrai et que ça se réalise. Mais ce serait bien la moindre des choses qu'on puisse
passer d'un système à l'autre comme on passe d'une épicerie à l'autre. Là. Je veux dire, c'est ce qui crée la concurrence. Tu n'as pas besoin d'avoir un système de paiement différent, tu n'as pas besoin d'avoir d'appliquer. Bon, de plus en plus de force à avoir une application différente pour chaque magasin que tu fais, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, c'est une belle notion parce que, tu sais, $1 peut payer dans tous les commerces au Canada. Oui, tout à fait. Les points fidélité, là, les gens en accumulent et après ça ne vont pas changer de fournisseur, d'épicier, de compagnie aérienne, n'importe quoi, parce qu'ils ont des points de fidélité. C'est pas de la fidélité, c'est de l'emprisonnement. Et c'est exactement là le problème. Et c'est ça qu'il faut flipper. Comme on dit en bon franglais, il faut flipper le script, les amis. Il faut reprendre le contrôle sur ces affaires-là. Et c'est une petite composante de la stratégie. Je sais pas si ça va arriver. On ouvre la porte. Évidemment, à partir de là, les gens vont agir ou pas, et beaucoup de gens vont critiquer, ils vont rien faire, ce qui est généralement le lot de la plupart des gens, parce qu'on est comme ça, n'est-ce pas, les humains? Mais si la porte est ouverte et si on ne traverse pas le cadre de porte, évidemment, ça n'arrivera pas, mais espérons que des gens vont reprendre ce créneau-là, ils vont le faire avancer, parce qu'on pourrait être effectivement... il y a un rôle de leader à jouer sur ce créneau-là dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a parlé de développement de modèles 100% canadiens ou québécois? Je sais que j'ai vu des nouvelles passer qu'il y avait des modèles québécois-canadiens, parce que pour la souveraineté, c'est aussi un souci. Si ton modèle est entraîné avec des données principalement américaines et des données principalement dans une autre langue, ben, tu peux avoir un biais que l'intelligence artificielle va te servir, va te refléter certaines préoccupations étrangères. C'est une intelligence artificielle entraînée sur des écrits canadiens, québécois, et ainsi de suite. Tu vas avoir peut-être quelque chose de plus proche de ta réalité. Et j'aime beaucoup dans tes notes, souveraineté n'est pas solitude. C'est oui, ben ça, c'est le je lis ça me fait rire. C'est poétique. Ben oui, effectivement. En voulant dire justement qu'on peut avoir des modèles canadiens. Courier le fait. On en a parlé la semaine dernière. Là, ils ont la volonté de créer un modèle d'évaluation pour s'assurer que les systèmes qui sont bilingues ou qui parlent plusieurs langues respectent effectivement, sont fidèles. Il va y avoir comme un high-five pour l'intelligence artificielle bientôt. Tu sais. Cette IA-là est de haute fidélité culturelle. Écoute, j'aime ça comme branding. Haute fidélité culturelle. Alain, là, mets tout de suite haute fidélité on va les brander, culturelle. J'aime ça. On va aller breveter ça. On est en feu aujourd'hui. Est-ce qu'on passe à la nouvelle suivante? Parce que c'est un peu lié. C'est au niveau de la souveraineté des données. Le Parlement européen impose le moteur de recherche français Quant, français européen, puisque quand tu es en Europe, ça m'a surpris. Quand tu es en France, maintenant tu fais partie de l'Union européenne, tu peux te dire « je suis européen », très très drôle. Le moteur de recherche français Quant, qui connaît, qui utilise ça? Très peu de gens, je crois, mais le fait que ce soit maintenant imposé par défaut pour les députés et le personnel du Parlement européen, ça va peut-être augmenter sa notoriété, peut-être lui donner plus de ressources. Quant, c'est encore une fois, un moteur de recherche français qui n'a pas de cookies publicitaires, qui n'enregistre pas ton historique de recherche, ne dresse pas ton profil pour revendre les données personnelles. C'est financé par de la publicité non ciblée. J'espère que si des institutions se mettent à utiliser les moteurs, qu'il va y avoir un petit peu de sous qui va être donné à ces moteurs de recherche-là pour permettre leur développement, leur bonification, pour permettre qu'ils soient encore plus performants et efficaces. Le truc que je trouve là-dedans, tout de suite que ça soulève dans ma tête, c'est je ne sais pas si tu as entendu parler du concept de Shadow IT. L'informatique parallèle dans une entreprise, tu établis des normes de sécurité, de confidentialité, tu paies pour certains services pour avoir certaines normes de sécurité. Puis l'employé se dit, moi, au bureau, on utilise Copilot, mais je préfère un autre. Puis là, tu mets tes données dans un autre service qui n'est pas aussi bien encadré, pas aussi bien structuré. Grosse possibilité de fuite de données, d'éparpillement des données, puis de diminution des choses comme ça. On veut réduire avec le Parlement européen la dépendance aux États-Unis, encourager un moteur local. Je trouve ça très, très chouette comme option. Peut-être qu'au Québec, on pourrait collaborer avec des institutions comme ça pour avoir, à défaut d'un moteur de recherche québécois, qui demanderait peut-être beaucoup trop de ressources pour notre population, d'utiliser un moteur de recherche plus neutre, plus... moins gourmand en données, puis d'encourager ça pour certaines institutions provinciales ou fédérales au Canada. C'est assez amusant comme concept. C'est un excellent point. Quant, Q-W-A-N-T. Non, mais je vais essayer de le dire parce que c'est pas évident. Il existe quelques moteurs. Je sais que DuckDuckGo fait beaucoup de millage sur la protection de ses utilisateurs. Oui, je pense qu'il y a des collaborations entre autres, Ecosia,
Et je crois que Ecosia et Quant... Qui à la base c'est un peu plus écolo, mais qui a la même c'est ça, approche. qui était d'abord basé sur le moteur de recherche Bing. Et là, écoute, je viens de trouver le nom, Alain, pour le moteur de recherche québécois. Cossé. Casser ça. Cossé. Juste je vais aller casser ça. Ouais, on peut faire un verbe avec ça. Cossé. Moteur de recherche québécois. Je pense que on est créatifs aujourd'hui. On a deux projets, là. On a deux affaires. Écoute, on parle de données parce qu'évidemment, c'est un truc important. Et à la base, le web se navigue avec un navigateur. Clairement, je viens de faire une espèce de pléonasme un peu niaiseux, mais vous comprenez où je m'en vais avec ça. Parce qu'il y a eu une poussée qui commence cette semaine et qui va se poursuivre dans les prochains mois du côté publicitaire et marketing d'Apple, qui essentiellement veut vous convaincre que Safari est plus sûr pour vos données que Chrome. Le lien avec Safari, c'est que c'est sur les produits Apple. Je ne pense plus que Safari est sur Windows. Je pense même que ça fait longtemps qu'il n'est plus sur Windows, parce qu'un bout de temps, il y avait Safari pour Windows. Oui, tout à fait. Puis je peux le valider à l'instant si je cherche Safari. Je serais curieux de voir un Safari pour Android. Ça serait quand même toute une histoire. L'emprisonnement Apple. Avant, il était ouvert. Avant, il faisait des chevreaux de Troie. Puis là, ils ont abandonné les chevreaux de Troie qui permettaient de goûter à l'univers Apple aussi. Chrome, de mémoire, c'est 60% du marché des navigateurs. Safari est deuxième à 20 quelque chose %, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens en iPhone et en iPad, et ensuite un Mac. Et je pense que Edge arrive en troisième, mais peut-être Firefox. Ça chamaille là après ça, mais c'est 60%, 20%, puis il reste dans les 10% que tout le monde morcelle là, derrière. Il resteront des miettes. Et Apple veut vraiment vanter les mérites de sécurité. Et c'est très grand public parce que c'est facile d'illustrer la différence entre Safari et Chrome, et Apple mise fort là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne voit pas comme navigateur, comme internaute, forcément quand on est sur le web, qui ont lieu en arrière-plan, qui permettent à des entreprises comme Google, comme Facebook, comme Amazon de nourrir leur régie publicitaire et de générer des revenus. Et ces outils-là servent évidemment à nous cibler de la façon la plus précise possible. Vous savez, cette notion que notre téléphone, ça, c'est un classique. Mon téléphone, c'est sûr qu'il m'écoute. C'est sûr que son micro est allumé. Parce que l'autre jour, j'ai parlé avec mon voisin d'une tondeuse, et là, depuis ce temps-là, cette tondeuse-là apparaît dans mon feed social. Quand on parle de littératie numérique, c'est un des grands mythes qui, je pense, qu'il faut déboulonner. Ce que ça veut dire, c'est pas que votre téléphone vous écoute, c'est que les données numériques, vous ne savez pas à quel point elles vont chercher loin dans votre quotidien, parce que le Wi-Fi de votre voisin est géolocalisé probablement, si c'est pas même votre propre réseau routeur Wi-Fi. Si on peut géolocaliser votre téléphone dans votre poche et trouver les appareils numériques autour, on peut savoir où vous êtes, on peut savoir quels sont vos gens d'habitude, parce que si vous vous trouvez dans la même place qu'un Wi-Fi de restaurant, de sandwich rapide, clairement, vous avez acheté un sandwich rapide ou quelque chose comme ça. Donc on va... Ou vous êtes allé aux toilettes. Je veux dire, c'est facile de croiser parce qu'en plus, maintenant, les voitures sont connectées et donnent des données aussi. Et la même chose se produit sur les sites web. La plupart des sites web ont un outil d'analytique qui leur permet de savoir que 8 personnes ont visité leur page ou pas. Et cet outil-là, si c'est fourni par Google, il est branché dans la régie de Google. Et tous les sites qui utilisent cette régie-là croisent leurs données chez Google, qui ensuite peut vous cibler sur tous ces sites-là. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des extensions sur Chrome, sur Safari, sur d'autres furteurs. Vous mettez une extension pour bloquer les publicités, vous mettez une extension pour sauver des signets web, des choses comme ça. Eux, ils ont accès à vos données, là. Vous donnez accès à certaines informations. Et chez Apple, on promet qu'on peut maintenant bloquer tout ça. Bon, en fait, qu'on bloque ça depuis tellement longtemps que ça fait des années que Safari est sécuritaire. Donc, allez savoir, mais c'est quand même une bonne... il y a des informations intéressantes dans la campagne. Entre autres, le mode incognito de Chrome ne vous cache pas des pisteurs publicitaires, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc, il continue à suivre votre adresse. Il y a un phénomène web qui s'appelle, en anglais, c'est le fingerprinting. C'est vraiment l'identification par empreinte. C'est-à-dire plutôt qu'utiliser votre navigateur, vos sites, votre adresse IP, entre autres, et des informations comme ça qui est de première couche d'informations que vous envoyez au site web, on va noter le langage de votre système, de votre logiciel, la résolution de votre écran, c'est ça. L'adresse MAC, des fois, qui est une adresse physique, qui est plus difficile à accéder, la version de votre système d'exploitation. Et avec 2-3 informations comme ça, on peut croiser tout ça et savoir que vous êtes un identifiant très unique. Et on peut vous pister malgré que vous ne vouliez pas être pisté. Et ça, on dit chez Apple que Safari bloque ça. Donc, allez savoir. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus qui sont intéressantes, mais longue histoire courte, vous prenez le navigateur que vous voulez, mais ça éveille cette campagne-là, ça c'est intéressant, sur l'importance de bien protéger vos données si vous ne voulez pas être un simple produit publicitaire.
parce que c'est un peu ça qui arrive. Ils sont très rusés, les gens qui poussent ces données-là pour vous pister et ensuite pour faire de l'argent en vous offrant quelque chose de gratuit. Et ça revient toujours à la base, vous le savez, parce que vous le sentez, là, je m'en viens vers ça. Quand c'est gratuit, c'est parce que, clairement, il y a un produit quelque part, et ce produit-là, c'est vous. Donc, il faut effectivement être alerte par rapport à ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez de la campagne publicitaire d'Apple, mais à la base, cette information-là est quand même assez importante, là. Les limites des modes de protection contre le pistage en ligne. Écoute, il y a aussi Vivaldi, Brave. Brave, Oui. d'ailleurs, qui, on en a parlé, lance une formule payante qui enlève tout le bloatware. Tu paies pour en avoir moins de... Et qui sont tous des navigateurs qui peuvent être utilisés multiplateformes un peu partout. Brave et Vivaldi. Vivaldi, je suis très surpris des fois quand je vais sur des sites qui ont beaucoup de publicité. Tu navigues sans pépin sur Vivaldi. Il bloque tout ce qui est à peu près dérangeant dans les sites qui abusent. Je suis pour il faut financer les sites, les pauvres. Genre, moi, je mets un bloqueur de pub, je vois pas de pub, mais tu finances pas certains sites légitimes qui sont le fun. Mais quand ça abuse puis que c'est juste des publicités que tu vois, j'utilise Vivaldi et ça marche plutôt bien. Que d'émotions. Ça passe, on a deux autres petites, trois autres petites nouvelles. On n'a pas fini, mesdames et messieurs. Le bracelet Whoop. C'est plus léger, là. C'est plus léger. Oui, il faut qu'il y ait des trucs plus légers. C'est des espressos avec un peu de mousse dessus de lait. Bracelet Whoop, le bracelet sportif qui prend tes données d'entraînement sans écran, qui est très, très le fun, mais qui coûte très cher à l'usage parce que tu as besoin de payer un abonnement pour l'utiliser. Quand tu arrêtes l'abonnement, ben, ton bracelet est virtuellement inutile. Il y a un développeur, j'imagine, qui s'appelle _barre en dessous net, qui a réussi en 24 heures à capter et utiliser les données du bracelet sans abonnement, qui vont ensuite pouvoir être utilisées sur l'application de santé de son choix. Ça s'appelle Goose. Pour l'instant, c'est pour iOS seulement et ça suscite beaucoup d'intérêt, mais on se dit bien que c'est pour les développeurs. À la minute où je vous parle, c'est une version très bêta, des preuves de concept que c'est tout à fait possible. Ça sent le vibe coding. Le gars a travaillé en 24 heures, a démarré, probablement va faire une vidéo là-dessus. Vibe coding, analyser les données, vérifier les portes d'entrée, trouver les portes pour coder. Il semble que les données sont pas codées. Il semble qu'il y a plein de trucs le fun qui peuvent changer demain matin ou pourrait activer des encodages qui vont rendre plus difficile l'accès. Mais c'est à surveiller. Je ne comprends pas, encore une fois, quand on parle d'interopérabilité, quand on arrête de supporter un produit ou quand on n'a pas envie de payer pour l'abonnement, je trouve ça scandaleux que le produit devienne une brique dans ton garde-robe parce que tu ne paies pas un montant mensuel. Si tu peux trouver une alternative moins coûteuse ou qui répond à tes besoins sans avoir besoin de payer pour les services de Whoop dans ce cas-ci. Fait que surveillez ça, ceux qui ont une bracelet Whoop, qui ont arrêté de payer ou qui veulent peut-être moins payer. L'application s'appelle Goose. Surveillez ça sur Reddit, entre autres. Ça discute beaucoup, là. Ça fait comme « Wow, c'est possible! Je veux faire ça. Pour quelle version du bracelet et tout? » Pour l'instant, c'est pas encore grand public, gardez ça en tête. Pour les bidouilleurs parmi nous, effectivement. Les bidouilleurs pour l'instant. Mais peut-être que dans 2 semaines, ça va être une version full Android, iOS. C'est le risque de ces choses-là, effectivement. Oui, très vrai. Autre chose qui va très vite, c'est la réaction de Microsoft en IA. Là, on a réalisé que OpenAI était bien le fun au début. On a forcé Copilot dans tout ce qui existait chez Microsoft. Là, on a rétro-pédalé un brin. On vient de présenter chez Microsoft, parce que c'est la conférence Build là, sur les nouveaux produits, nouvelles plateformes, notamment des nouveaux agents d'IA. On en parlera tantôt. Mais on a aussi présenté, c'est ce que je trouve intéressant, deux nouveaux produits Surface qui font 2 choses, à mon avis, super intéressantes. Premièrement, ils mettent de côté le Copilot Plus PC, l'espèce d'étiquette qui prouvait que les ordinateurs étaient capables de faire de l'IA en cloud. Quel branding! On l'avait prédit, Alain. On avait prédit que le bouton Copilot Plus, ça durerait probablement pas très longtemps. Pas longtemps. Et l'autre truc, c'est que tout à coup, grâce à l'introduction de la puce RTX Spark du côté de NVIDIA, qui est intégrée à ces 2 appareils-là de la gamme Surface, on se rend compte qu'une IA installée localement, avec un bon LLM open source,
c'était peut-être une solution pour sauver des sous, parce que j'en ai parlé dans la presse la semaine dernière, là, les gens paient cher pour leurs tokens, leurs jetons d'IA, balancent des milliers de lignes de code dans leur chatbot, leur clavardeur, leur dialogueur, et se rendent compte qu'ils viennent de payer quelques centaines de dollars pour quelque chose qui s'est fait très vite, mais qui peut se faire peut-être un peu moins rapidement, mais en local, sans payer toute cette consommation de données. Donc, chez Microsoft, on s'est dit, donc on a présenté deux choses. Un portable, le Surface Laptop Ultra. D'ailleurs, j'ai oublié, j'ai presque appelé l'épisode actuel d'une tasse de tech une tasse de tech ultra, parce que la prochaine nouvelle aussi, comme tout le monde s'en va vers des ultras ces jours-ci, il y a peut-être un iPhone Ultra qui s'en vient aussi à l'automne prochain. Mais bref, le Surface Laptop Ultra, portable, Surface, très typique, très classique comme look, écran de 15 pouces, mini LED, très lumineux, 2000 nits, ça c'est fou. Mini LED, j'ai hâte de voir ça, mini LED, parce que OLED, c'était joli. Mini LED, c'est une autre technologie qui, je crois, apporte encore plus de luminosité, 2000 nits pour un laptop, c'est vraiment... Wow. On promet une excellente réparabilité chez Microsoft. Donc, on a réorganisé la mécanique pour qu'elle puisse être réparée. Donc, on peut changer des morceaux sans tout renvoyer chez le fabricant. Il y a un truc qui m'intrigue, on a un nouveau port USB-C qui remplace le connecteur magnétique Surface Connect, qui devrait permettre de faire des choses assez miraculeuses en termes d'échange de données d'une place à l'autre. Écoute, à voir. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau port USB? Est-ce qu'on a besoin? C'est une excellente question. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas. Est-ce qu'on a besoin de connaître le prix? Parce que pour l'instant, on n'a pas annoncé le prix de ça, mais avec une nouvelle puce NVIDIA, avec un processeur haut de gamme et 128 gigaoctets de mémoire vive, mémoire unifiée, là, mémoire qui permet de gérer un paquet de sous-processeurs, ce ne sera pas donné, cet appareil-là. Surtout quand ça vient avec un petit suffixe comme ultra, on sent que ça va être ultra cher aussi. Donc, ça va être à suivre, mais l'appareil comme tel est assez intéressant. Et l'autre appareil, celui-là est plus niché, le Surface RTX Spark DevBox. DevBox. Je sais pas pourquoi il faut absolument créer des noms impossiblement longs pour des produits. C'est une boîte, mais c'est pas une petite boîte carrée comme les mini PC d'Intel, là, comment ils appelaient ça, mon Dieu, j'ai oublié, je pense que c'est les PUC. Oui, les NUC, les NUC, petits, c'est ça, merci. Oui. Mais bref, c'est qui étaient des mini. Là, c'est vraiment plus comme une grosse galette qui était imprimée en 3D au niveau du boîtier. On a 1000 petites perforations pour s'assurer que ça respire bien. Oh, wow. On a voulu vraiment éviter que ça chauffe avec, évidemment, la nouvelle carte, la nouvelle puce NVIDIA RTX. Spark. Là aussi, 128 Go de mémoire unifiée et le boîtier, une meilleure gestion de l'énergie, de la chaleur, tout ça. Le design c'est un appareil évidemment qui est très particulier. Il faudrait qu'on faudrait qu'on fasse un effort de montage et qu'on ajoute des images de ce dont on parle pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Sinon, ça ressemble à une version écrasée de la Xbox. Oui, mais avec une grille, j'avoue. Oui, c'est on dirait un moustiquaire. C'est très, très particulier comme design. Le Surface RTX Spark DevBox. Tapez ça dans votre moteur de recherche préféré. Là aussi, le prix n'est pas annoncé. Oui, exactement. Prenez un moteur de recherche qui fait bien votre affaire. On sent... évidemment, la fiche technique, on en pourra en reparler en long et en large, mais longue histoire courte, c'est vraiment la notion de... sur ces appareils-là, vous pourriez installer une application de gestion de modèles de langage LLM et installer les langages de votre choix, que ce soit... J'ai du fun ces jours-ci avec Qwen 3.6. J'ai essayé Command R, qui est le LLM open source de Cohere, qui est donc 100% canadien. Et vous pourrez faire ça sur votre appareil Surface grâce à ces deux machines-là. Et ça devrait aller plutôt vite. J'ai hâte de voir, il va falloir l'essayer. Mais c'était deux nouveautés qui, à mon avis, résument un peu ce dont on parlait chez Microsoft Build cette semaine. En plus des nouveaux modèles d'IA, des nouveaux agents d'IA qui s'en viennent et dont tu vas nous parler exactement maintenant, Pascal. Juste avant, je vais réagir sur le truc qui est très drôle quand on parle de littératie numérique. Tu parles de « j'installe mon modèle dans mon ordinateur pour 99% des gens. » C'est encore du chinois. J'ai essayé de le faire. Il faut quand même avoir une certaine connaissance technique pour installer la bonne coquille. C'est pas compliqué, mais il faut juste, c'est ça, il faut avoir envie de voir ça comme un hobby. C'est pas quelque chose que tu installes puis ça marche tout de suite. Il faut installer, choisir sa version et ainsi de suite. C'est un peu comme Linux. On n'est pas dans un film de Marvel. C'est pas Iron Man qui, du coup, a son Jeeves, je sais pas comment il l'appelle. Ouais, non, c'est pas exactement ça. Puis, effectivement, il y a des airs de Linux des premières années où il manque des morceaux, il faut trouver le pilote, il n'existe pas. C'est ça. Il faut vraiment trouver des barrières, il faut empêcher. Des questions qu'on te pose. Là, c'est quoi? C'est quoi ça? Et puis là, tu t'abandonnes. Mais quand ça marche, c'est assez amusant. Quand ça marche, oui, une fois que ça marche, c'est comme Linux. Une fois que ça marche, c'est très, très le fun.
Envoyez-moi vos courriels de bêtises, chers utilisateurs de Linux. Ça fait 25 ans Ouais, que aux utilisateurs j'encourage. d'OpenClaw, parce qu'eux aussi commencent à nous chicaner quand on dit que c'est peut-être pas aussi magique Ben oui, que c'est c'est ça. connu. Et c'est très drôle parce qu'on va parler d'OpenClaw dans quelques secondes. Microsoft, Mhm. quand tu parles de branding de Microsoft, je donne des formations sur Copilot depuis bientôt 1 an. Je n'ai jamais donné 2 fois la même formation parce que ça bouge constamment. Microsoft s'amuse à changer le branding, renomme les applications, change la position dans l'interface, change les fonctionnalités, ajoute des fonctionnalités, enlève des fonctionnalités, rajoute des intégrations. Je souffre. J'ai de l'angoisse à chaque fois que je donne le cours de copilote pour tenter de donner l'information la plus actuelle. Et la semaine suivante, ça a changé. C'est fâchant. Mhm. Et là, Microsoft a annoncé dans sa conférence des nouvelles catégories d'agents. Et là, je capote parce que Microsoft, ses agents, ça s'appelle copilote. C'est maintenant autopilote. Ça, c'est un agent qu'ils vont appeler Microsoft Scout, Microsoft Scout. Et là, tu fais, Pas du attends un tout peu, mêlant. c'est des... Là, c'est Mhm. plus copilote, c'est autopilote qui s'appelle Scout. Là, on est rendu dans l'utopie que ton Scout... Là, encore une fois, il me semble que ça fait 20 ans qu'on entend ça quand on a sorti les petits trombones de Microsoft. Là. Ouais, avec C'est Clippy. un agent qui va te suivre d'un appareil à l'autre pour que ton travail se fasse tout seul, que tes rendez-vous Oui. soient gérés, refusés, déplacés, C'est vrai qu'on l'a entendu souvent, celle-là. et tes Mhm. courriels répondus sans intervention de ta part, parce que l'agent peut agir dans tous tes appareils, y compris dans les nuages et dans ton ordinateur ici. C'est basé sur OpenClaw. Microsoft, ça c'est la bonne chose. Microsoft collabore avec la plupart des... essaie de, je pense, viser, ratisser le plus large possible. Ça peut utiliser OpenClaw pour te suivre dans toutes tes applications et dans ton bureau. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir combien ça va coûter. En ce moment, je sais pas si tu vois la grosse vague que beaucoup d'entreprises qui se disent on va y aller AI. Hey, finalement, c'est pas plus rapide de le faire à mi-temps, puis moins coûteux de le faire à mi-temps, puis que à un moment donné, c'est comme si l'intelligence artificielle te dit quoi faire, prend les rendez-vous pour toi. Tu fais quoi, les tâches plates? Je comprends pas. Et je continue, Alain, je relance ma prédiction que bientôt, on va engager des intelligences artificielles comme on engage des employés. T'as Ah, ben ça a besoin déjà commencé. Il y a des chercheurs du MIT qui ont lancé, j'ai oublié le nom, une entreprise qui vend ses applications d'IA à l'heure. Voilà. T'as besoin Mais pas d'assurance médicaments, pas de journée de vacances, pas de sommeil, pas de oui, pause tu as besoin de syndicale. gérer ton inventaire, tu as besoin d'analyser tes données, ben, tu engages un spécialiste pendant quelques heures. Au lieu d'engager un Voilà. humain qui va fouiller, prendre connaissance de ton dossier, tu engages une intelligence artificielle spécialisée dans la fiscalité. Il va fouiller dans ton ordinateur, va regarder tes dépenses, va regarder tes courriels, va regarder tes reçus d'achat, puis va dire voici ton rapport d'impôt, il est fait. Voici, tu es un entrepreneur. Je vois que tu es quelqu'un dans tel domaine, je te donne telle déduction. Avec un minimum de questions. Ça Il va s'en pouvoir vient. répondre à Ça a ça. déjà commencé. Fait que dans quelques Effectivement. années, c'est déjà commencé et je suis Ça pas va être un étonné. défi. C'est là qu'on va voir si les gens en ressources humaines vont travailler pour l'employé ou l'employeur, parce qu'il va avoir le défi ou le dilemme de dire est-ce que je remplace des employés ou est-ce que je les aide à mieux travailler. Oui, Et exactement. on va voir, il va y avoir une petite ligne qui va se tracer dans le sable, Oui. savoir qui Puis va je dire crois moi je que- travaille pour le patron, Ouais, je veux des systèmes autonomes parce que c'est moins de gestion. ouais. Puis je crois qu'il y Et a d'autres vont beaucoup dire, moi, de je veux mes domaines qui vont être bouleversés, entre autres le notariat, entre autres la rédaction de contrats. Il y a beaucoup de choses. La programmation informatique, Programmation le jeu vidéo. informatique, ça Mhm. brasse énormément parce que tu peux déjà. Encore une fois, je pense pas que l'humain va être remplacé complètement, mais ça va complètement repenser la façon dont on va travailler. Et je pense que c'est les humains qui ont la plus belle créativité, la plus belle capacité de réfléchir, de penser aux besoins, plutôt que de bêtement faire des demandes à un système qui vont avoir la capacité d'interagir, de servir d'intermédiaire. Tu as toujours les développeurs d'un côté, le vendeur de l'autre, puis le client, puis le vendeur parle aux deux. Je pense que l'humain va servir d'intermédiaire entre des intelligences artificielles et très, très fou comme futur. Oui, ça va créer des nouveaux emplois, par exemple. Ça va en faire changer plusieurs, mais ça va aussi en créer des nouveaux. Ça va être intéressant à suivre comment ces choses-là vont évoluer. Je parlais tantôt de l'importance d'ajouter un petit suffixe ultra à votre nouveau produit futur et à venir. Samsung a aussi décidé de faire la même chose, ce qui n'est pas nouveau dans le cas de Samsung, bien sûr, mais c'est nouveau pour un produit qui, jusqu'ici, n'avait pas besoin de version ultra, parce que c'était par défaut le téléphone le plus sophistiqué de la gamme. On a vu passer dans rien de moins que le registre des protocoles Bluetooth SIG, ben pas des protocoles, mais des appareils
qui doivent se conformer, n'est-ce pas, au protocole Bluetooth. 5 variantes du Galaxy, en fait, des téléphones pliables chez Samsung. Ça laisse un petit peu de place, mais ce que ça signifie, c'est que le Galaxy Z Fold 8, lui, qui s'en vient là, probablement cet été, parce qu'il me semble que c'est historiquement un téléphone qui est lancé au courant du mois de juin, pourrait avoir au moins 2 versions, le Z Fold 8 de base et le Z Fold 8 Ultra. Ce qui signifie qu'on aura un téléphone qui était déjà le téléphone haut de gamme, encore plus haut de gamme. J'ai hâte de voir le prix de ça. Mais je pense que ce qu'on veut faire, c'est rendre un Z Fold 8 de base plus abordable aussi, parce qu'il reprendra un format déjà bien connu, celui du Z Fold 7, et pour avoir une fiche technique un peu plus modeste que la version Ultra, et donc serait plus abordable. Plus abordable dans les téléphones pliables, ça ne veut pas dire abordable tout court, ça veut dire... Parce que on va parler, je le dis tout de suite, Alain, ceux qui s'intéressent au téléphone portable, j'aimerais te parler du Razer Fold. Ouais, on va parler tantôt, et ça aussi, c'est pas exactement abordable. On est dans pourquoi et comment, et ça tente de plus en plus, mais c'est pas donné ces trucs-là. Un des défauts du Galaxy Z Fold dans le passé, c'est qu'un des critiques, c'est pas nécessairement un défaut, mais c'est une particularité technique, c'est qu'il était très étroit et très long. Et là, les gens voyaient, par exemple, chez Google, le Pixel Fold est plus large, un petit peu plus court, ressemble plus à un téléphone normal quand il est plié, et dans une tablette très carrée quand il est déplié. Et là, le Z Fold 8 Ultra reprendrait ce modèle-là, alors que le Z Fold 8 tout court serait plus compact, en fait. Donc, il faudra voir. On aurait dans la version Ultra une grosse batterie, ça, c'est des rumeurs qui circulent sur Internet, de 5000 mAh et un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui serait forcément fait pour Samsung. Là. Il y a comme une entente entre Qualcomm et Samsung où on a cette petite particularité-là. Et il serait surtout 4,1 mm une fois déplié. 4,1 mm d'épaisseur, ce qui est extrêmement mince. Ne ferait que 201 grammes. C'est très précis pour un chiffre sorti d'une rumeur, mais c'est quand même assez intéressant. Ça serait un téléphone qui serait très léger. Et à 8 mm replié, c'est pas un gros téléphone, même pour tenir dans la poche. Donc, j'ai hâte de voir si ça va se confirmer. Il y a beaucoup on le voit moins chez nous, je le dis à chaque fois, mais les compagnies chinoises, entre autres, qui fabriquent des téléphones, ont toutes 3-4 modèles de téléphones pliables dans leur catalogue. C'est une grosse folie en Asie. C'est vraiment perçu comme le modèle le plus haut de gamme d'un téléphone qu'on peut acheter. Ici, on est un peu limité. Là. Il y a 2-3 modèles seulement. Et peut-être celui d'Apple qui s'en vient. Mais si on avait Oppo, si on avait Xiaomi, si on avait toutes les marques chinoises qui sont très fortes en Asie, on en aurait pas mal plus. Et ça coûterait un petit peu moins cher. Mais bref, nouvelle génération de produits qui s'en vient chez Samsung. Ça va être intéressant de voir si effectivement on va atteindre ce niveau de sophistication technique tel que la rumeur le laisse entendre. Voilà, c'est la fin des espressos de tech pour cette semaine. Il y en avait beaucoup, on a jasé pas mal longtemps sur tout ça parce qu'effectivement, ça demande d'aller plus loin que juste la nouvelle. Hein. Il faut vraiment poser des questions et on le fait bien ici à Une Tasse de Tech. Donc, continuez à vous interroger et à réfléchir. Évidemment, on peut engager le dialogue. Si vous voulez nous écrire, on est très accessible sur les réseaux sociaux là, pour continuer de jaser de ces choses-là. Sinon, nous, on va prendre une très courte pause. Je ne vais pas aller chercher mon appareil de la semaine parce que c'est un aspirateur et c'est un peu weird à tenir dans les mains. Mais on revient tout de suite après ceci avec nos essais de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous revoilà Une Tasse de Tech. On va, mon Dieu, déplier pour vous des sujets et on va vous aspirer dans notre connaissance de la technologie. J'ai jamais fait une aussi bonne introduction pour ce segment-là, je vous le garantis. Pascal, tu as un téléphone dans les mains que, personnellement, j'ai essayé aussi et que j'ai beaucoup aimé, le Razer Fold de Motorola qui, forcément, reprend un thème populaire dans les... Bon, on en parlait tantôt avec le Galaxy Z Fold chez Samsung. Téléphone pliable, donc, et j'arrête de parler parce que mes phrases ne finissent plus. Alain, le Razer Fold de Motorola, c'est le téléphone qui se déploie comme un livre. Donc, c'est celui qui s'ouvre... un écran de 6 pouces de diagonale à l'extérieur. On l'ouvre pour avoir un écran de 8 pouces de diagonale. C'est vraiment très chouette. C'est pas le premier téléphone qui se déploie comme un livre. Moi, je pense que Samsung est rendu à sa 7e. Tu en as parlé, c'est la 7e, la 8e génération qui est là. Le Razer Fold, c'est Motorola qui le fait et il est vraiment très chouette. Il est mince, encore une fois, de la même minceur que le Pixel Fold et ainsi de suite. Il y a un bloc de caméra, 3 caméras de 50 mégapixels. Encore une fois, les caméras, ceux qui prennent beaucoup de photos. Moi, je trouve qu'avec un téléphone déployé, on peut le tourner pour
se photographier avec les caméras principales en utilisant l'écran comme moniteur. Donc, on peut se filmer en selfie ou se photographier en selfie avec l'écran extérieur comme moniteur pour se prendre en photo. J'ai l'impression de me prendre en photo avec un iPad. Écoute, j'ai pas raffolé des capteurs photos du Razr Fold. Il y a beaucoup, j'ai pas pris autant de photos. Je suis pas un preneur de photos compulsif. J'ai été, encore une fois, la qualité des photos, c'est tellement mieux que ce qu'il y avait il y a quelques années. Ah oui, mais oui. Ceux qui cherchent des photos, peut-être que c'est pas nécessairement le point principal qui va faire qu'on achète, mais on nous dit que c'est la meilleure caméra de tous les téléphones pliants selon DxOMark. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Avec ça. C'est surtout qu'on a ailleurs dans le monde, n'est-ce pas, des téléphones dont le capteur optique, téléobjectif, le capteur zoom, est pas mal plus polyvalent. Oui, j'ai bien hâte. Je m'en vais en Europe bientôt, puis j'ai hâte de faire le tour des boutiques juste pour voir les téléphones qu'ils ont là-bas de marques chinoises qui sont pas disponibles ici. Le truc qui est drôle, c'est qu'un téléphone pliable, il y a beaucoup de gens, puis c'est drôle, il y a un ami qui m'a appelé, il dit « Ah, j'en peux plus, j'en achète un. » Si tu utilises un clavier avec un écran comme ça, moi je m'en suis servi dans un voyage à New York, et puis j'avais pas de laptop. J'ai déployé le téléphone, j'ai connecté un clavier sans fil et j'ai pu travailler plutôt efficacement. Parce qu'avec un téléphone comme ça, tu peux afficher 2, sinon 3 petites fenêtres avec tes applications. Fait que tu peux avoir tes courriels d'un côté, un moteur de recherche de l'autre. J'avais d'un côté l'application d'Air Canada pour voir si mon vol était retardé. Je pouvais lire le web de l'autre. Le truc qui est drôle, c'est que c'est pas encore toutes les applications qui sont adaptées pour les téléphones pliables. Et ça me fait capoter. Ça fait au moins 7 ans que ça existe. L'application Kindle, je me disais, je n'apporterai pas de liseuse. Je veux vraiment l'essayer. J'ouvre, je vois mon livre, il est très beau. Je me dis, je vais l'afficher en 2 colonnes pour avoir... Ben non. Il faut tourner le livre d'un quart de tour. Fait qu'au lieu d'avoir mon livre qui se plie comme un livre, ceux qui me regardent sur YouTube, on le plie comme un livre en V. Comme un petit livre de poche. Comme un petit livre de poche, puis là, tu lis confortablement avec tes 2 colonnes. Non, il faut que tu tournes ton téléphone de côté. Et c'est complètement idiot. Ouais. Puis là, tu peux utiliser Google Play Livre pour faire ton mode 2 colonnes. Et voilà, mais comment ça se fait? Il faut magasiner les applications puis passer d'une à l'autre. Puis le problème avec Google Play Livre, c'est que si vous lisez sur une liseuse, ça ne synchronise pas très bien. Et voilà. D'une application à l'autre. Tu dis comment ça se fait qu'en 2026, il n'y a pas encore cette application. Puis c'est pas non plus toutes les applications qui vont bien paraître sur l'écran divisé ou en petites fenêtres. Encore une fois, c'est une question d'Android. Android travaille très très fort pour que les applications puissent être mises en petites fenêtres et reformatées en fonction de ses besoins. C'est la lacune, mais j'ai été agréablement surpris que pour une semaine, tu veux pas apporter de laptop avec un clavier externe, puis j'en ai testé plein, ça tombe bien, j'ai pu essayer un beau petit clavier compact de Logitech, le Keys to Go 2, qui est vraiment le fun. C'était très petit. Les claviers à $100. Vu le prix du téléphone, $100 de plus ou de moins. C'est ça, c'est pas grand-chose. Puis tu peux t'offrir un clavier encore plus fancy avec des touches mécaniques et tout. C'est vraiment le fun. Encore une fois, ça remplace pas nécessairement... L'écran est quand même compact. Moi, je trouve que ça aide à se concentrer. 8 pouces de diagonale, ça te force à rester... Pour répondre à des courriels, par exemple, t'as pas de tentation trop d'aller voir des distractions. C'est vraiment... Je crois là qu'en faisant mon voyage avec ça... C'est nono, hein? Un laptop, ça pèse pas si lourd. Mais t'enlèves 1 kilo et quelques de ton sac à dos, à la fin de la journée, dans l'avion, dans l'aéroport, tu fais comme, je suis bien léger. Je suis bien léger. Il y a des claviers aussi avec parce qu'on peut jumeler aussi soit un pavé tactile ou une petite souris, parce que dans Android, je ne sais pas si c'est une option de développeur ou si c'est natif, mais on peut avoir un pointeur à l'écran, comme si on utilise un ordinateur, et ça permet aussi d'avoir une autre interface pas mal de fun sur un grand écran comme celui-là. Un autre truc qui est drôle, si tu veux, tu peux mettre le Fold en mode laptop. Et c'est vraiment le mode laptop. Tu le mets sur le côté comme un petit ordinateur portable replié à 90 degrés, Et là, tu as dans la partie qui est sur ta table, la partie inférieure, la partie inférieure, tu transformes en clavier, tu transformes en pavé tactile. Fait que tu peux avoir ton clavier, ton pavé tactile, mais là, évidemment, tu n'utilises que la moitié du haut de l'écran comme affichage, ce qui est peut-être pas optimal, mais ce mode laptop-là, il y a quelque chose, il y a un potentiel super intéressant d'utilisation. Comme remplacement, si tu veux décrocher la fin de semaine, j'ai trouvé vraiment, là, j'ai compris
que ça pouvait remplacer un laptop pour une fin de semaine sans problème pour un usage de base. C'est un ordinateur. J'ai été surpris parce que l'autre avantage, c'est comme tu as un téléphone, tu n'as pas besoin de traîner 2 chargeurs. Parce que souvent, tu as ton laptop, tu as ton chargeur pour le laptop, ça ajoute du poids sans qu'on s'en rende compte. Avec le téléphone, tu as un truc à charger le soir, ton téléphone, et l'autonomie est très bonne. Tu disais que le prochain téléphone de Samsung allait avoir 5000 mAh de batterie. Le téléphone Razer Fold a 6000 mAh de batterie. C'est vrai. Fait que sa batterie m'a étonnamment surpris. J'ai passé une journée, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai navigué, j'ai écouté de la musique toute la journée, puis j'ai pu sans stress me rendre à la fin de la journée. Fait que ça, c'est le fun, même si j'ai déployé le téléphone. Évidemment, si je le déploie pas, si je l'utilise moins, 2 jours facile. Mais une journée de grosse utilisation, j'ai pas eu de stress parce que la batterie est étonnamment performante. Fait que le Razer Fold m'a beaucoup plu. Gros coup de cœur qui peut justifier là, quelqu'un qui cherche un téléphone. Encore une fois, il faut magasiner. Il y a le Pixel Fold, il y a les téléphones de Samsung aussi qui sont là. Oui. Mais le et Razer je vais Fold... dire ceci, parce que tu vas dire le prix et les gens, leur mâchoire va peut-être un peu décrocher. Oui, c'est ça, Motorola fait souvent des offres promotionnelles basées sur des journées festives, comme la fête des pères, des choses comme ça. Oui. Et sérieusement, si vous voulez un téléphone pliable, attendez les spéciaux, parce qu'il risque d'avoir un petit chamaillage entre Google qui fait aussi ça, et Motorola qui réduit souvent le prix de ses appareils pour les vendre plus rapidement. Contrairement aux appareils d'Apple qui ont un prix assez fixe, les appareils de Motorola et des compétiteurs vont varier. Si jamais vous voulez une option moins coûteuse, et ça c'est très surprenant parce que c'était une caractéristique... le prix du Razer Fold, je voulais oublier, je voulais que les gens y pensent. 2700 $, c'est le prix canadien pour le Razer Fold. Ça fait mal. Et ça se compare aux autres. Il n'y a pas de gros... c'est ça, il n'y a pas d'aubaine dans ce créneau-là. Tout ce qui est flexible comme ça va coûter dans ces eaux-là. Tu peux toujours prendre le modèle précédent puis économiser un gros montant, mais si tu veux avoir le top du top, tu vas payer dans ces eaux-là de toute façon. Avant de passer à l'option moins coûteuse, si jamais vous voulez quelque chose qui est moins cher, vous pouvez en acheter 4 pour le même prix. 4, c'est le Moto G Stylus. Oui, et ça, le gros modèle autrement non pliable chez Motorola. C'est un petit modèle compact. Écoute, c'est le processeur Snapdragon 6, pas le Snapdragon 8 Ultra, Gen 5 et tout, qui a un stylet. Et ça, c'est une caractéristique des téléphones haut de gamme de Samsung. Tu payes cher pour un téléphone Samsung avec un stylet. Avec le Moto G Stylus, tu as un téléphone qui a un stylet qui coûte pas cher, autour de 700 $, sans promotion. Ça, c'est le prix au cost, pas de promotion, rien. Et pourquoi un stylet? Je suis pas sûr que prendre des notes, personnellement, peut-être parce que je suis gaucher, c'est peut-être parce que mon écriture... Motorola vend un stylet aussi pour le Razer Fold qui s'achète à part, donc peut-être qu'il y a une clientèle pour ça, effectivement. Oui, parce que là, tu peux écrire sur une surface plus grande. Je peux comprendre le stylet pour le Fold. Pour le G Stylus, ce que j'ai découvert, ma mère utilise un stylet pour son téléphone. Quand les choses commencent, on a un peu moins de mobilité fine, on commence à avoir un petit peu d'arthrite, on commence à être moins confortable. Pensez à des gens qui sont moins à l'aise avec la technologie. Le stylet, ils vont beaucoup apprécier pour pointer dans leur téléphone, pour naviguer, pour tout ça. Et ça, je trouve, encore une fois, c'est une chose qu'on met de l'avant, comme c'est une caractéristique pour prendre des notes et tout. Ça le fait. Mais c'est pas ce que je fais au quotidien. Mais quand j'ai vu ma mère utiliser un stylet pour son téléphone, j'ai fait « Ah mon Dieu, c'est le téléphone que je veux lui offrir ». Si vous pensez à quelqu'un qui commence à être moins à l'aise puis qui a de la difficulté à toucher, plus de difficulté avec le stylet, c'est beaucoup plus facile et il est intégré dans le téléphone pour 700 $. J'avoue que c'est un bon... Puis c'est pour quelqu'un qui n'a pas besoin des performances ultimes, ça devient une option extrêmement intéressante. Tu ne perds pas ton stylet, tu le glisses dans ton appareil et tu l'as à portée de main tout le temps. Motorola Razer Fold, Pascal, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas? Il faut vouloir. Hein? C'est vraiment... Moi, je ne dis pas aux gens il faut acheter ou non, mais je pense qu'on est rendu à un niveau de maturité vraiment le fun pour les téléphones pliables. Si vous voyez un cas d'usage, la plupart des gens se disent « Ah, je vais faire ça, je vais l'ouvrir tout le temps ». Au quotidien, je ne l'ouvre pas tout le temps. C'est vraiment quand tu t'assois, tu t'installes « OK, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de lire, j'ai besoin... » Là, tu le déploies. Au quotidien, tu regardes ton écran de 6 pouces de diagonale, ça fait très bien le travail. Si j'étais un chauffeur Uber, j'aurais un socle
pour téléphone pliable et j'utiliserais ça comme appareil central dans ma Ouais, il voiture. va falloir faire attention parce que si je ne m'abuse, il faut valider si le... Attends un peu, je vais vérifier parce qu'il me semble que le Fold n'a pas le petit support MagSafe. Attends un peu, j'essaie de te Non, mais il vérifier s'achète ça. des pinces, Des des pinces qui adaptateurs, s'accrochent. oui, tout à fait, Ça, il des n'y a pas de kits comme souci. ça. Il n'y a pas de Mais MagSafe sur le Razr Fold. et Il n'y a voilà, pas de MagSafe merci. chez J'étais Motorola. comme, Non, non. j'ai dit, mais c'est Ouais. encore une fois un petit empêchement, mais on peut l'appuyer comme ça. Puis là, tu as ta grande carte. Quelqu'un qui fait beaucoup de routes va apprécier. Évidemment, maintenant, les tableaux de bord des voitures. Beaucoup de gens ne savent pas. Alain, tu es un chroniqueur automobile, tu utilises des modèles récents. Android Auto, puis Apple CarPlay. Ça marche super bien. Il faut juste bidouiller un peu des fois dans ses réglages. Ben, Moi, il y a des... je parlais de chauffeur Uber. Il y a des applications qui se transposent pas très bien sur un écran central, Voilà. notamment l'application Uber Chauffeur. Ça, c'est incompréhensible. On sentait que c'est une niche, mais ça. oui, ça devrait être mieux. Mais bon, bref. C'est On ça. n'ira pas là. Mais d'avoir ces Pascal, applications-là comme ça. Ouais. Fait que on passe maintenant au combat des Écoute, aspirateurs qui parlons de nettoient. robots chinois, parce que la meilleure façon actuellement d'avoir un robot chinois chez vous, c'est d'acheter un aspirateur robot, parce que c'est que des marques chinoises. Même iRobot, depuis un petit bout de temps, a été racheté par une compagnie chinoise, Oui. donc il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et l'affaire, c'est qu'on est rendu, tu parlais de maturité de la technologie, à un niveau dans les aspirateurs robots, là, où si vous voulez en acheter un, ça vaut la peine. Ça va vous détrousser d'un certain montant. On s'entend, là Oui. aussi, il y a des modèles pas chers, il y a des rabais, là aussi, au bon moment, et ainsi de suite. Mais un bon aspirateur assez moderne coûte quand même pas mal plus cher qu'un aspirateur tout court. J'ai essayé dans les dernières semaines un appareil qui s'appelle le Flow 2, donc deuxième génération d'un Flow, qui est d'une compagnie qui s'appelle Narwhal. J'ai essayé il y a plusieurs années le Narwhal, je pense que c'était le T10, qui était une des premières générations de leur... qui avait comme particularité à l'époque d'avoir une base très haute dans laquelle il y avait 2 bacs pour l'eau propre, l'eau sale. Oui. Et c'était 2 bacs, écoute, c'était 2 litres chacun, c'était énorme. Clairement, ça a évolué. À l'époque, il fallait retirer l'aspirateur, le flipper, enlever la brosse et mettre des vadrouilles pour qu'il passe la mop en plus de faire l'aspirateur. Là, clairement, c'est évolué parce que tout ça se fait tout seul maintenant. On n'a plus à se casser la tête. Mais la base, on a réduit la taille des bacs. Si vous achetez un aspirateur robot, je ne vois pas pourquoi vous n'achèteriez pas un aspirateur robot qui a cette fonction-là de l'aspirateur, mais aussi de serpillière, parce que ça change complètement la donne. C'est tellement le fun. Ça nettoie généralement extrêmement bien. Et les premières générations étaient maladroites. La brosse utilisait de l'eau froide, ça nettoyait pas très bien, il n'y avait pas une très bonne pression au sol. On n'effaçait pas toutes les marques au sol facilement, mais ça a beaucoup changé. Le Flow 2 chauffe l'eau avant de l'injecter dans l'aspirateur, dans la serpillière. Et la brosse a une très belle pression au sol. Ça nettoie vraiment très, très bien. Il y a un dôme laser sur le dessus, une petite bosse qui, écoute, c'est d'une précision. La cartographie se fait dans un temps éclair. C'est extrêmement précis. Ça ne tombe pas dans les escaliers. Ça fait la distinction entre un plancher en bois, un plancher en surface dure, un tapis, une grosse moquette. Ça évite de se prendre dans les fils. J'ai vraiment apprécié l'intelligence de ces robots-là pour se déplacer. Parce que clairement, on a pris des notes des appareils précédents qui avaient un paquet de troubles et qu'il fallait toujours surveiller. Oui. Là, je n'ai eu qu'à m'occuper du Flow qu'une fois dans les nombreuses fois, au-dessus d'une douzaine de fois où je l'ai fait fonctionner. Et ça, j'apprécie beaucoup. Une fois, il a fallu changer les bacs aussi parce que le bac d'eau propre était vide. Ils sont petits, les bacs, donc il faut y voir relativement souvent. Mais on a aussi fait un truc qui est assez intelligent, c'est qu'on a séparé le savon de l'eau. Il y a un endroit où on dépose le savon, il y a un endroit où on met l'eau, donc le savon ne reste pas dans l'eau et par osmose, ne se défait pas, ne décante pas non plus. Pas par osmose, mais par décantation. Parce que les anciens modèles, il fallait tout mettre ça dans le même bac et au fil du temps, ça faisait un film gras dans le fond du bac et le savon n'était plus dans l'aspirateur. Bref, pas mal intéressant. L'appareil est à peu près sans entretien, y compris la base, sauf quand il faut gérer les bacs et la poussière, parce que le conteneur de l'aspirateur de saleté, de poussière, de cheveux, de n'importe quoi, est aspiré par le plus gros bac de la base. Donc, on peut passer 3, 4, 5, 6, si vous êtes chanceux, là, fois l'appareil, et vous n'aurez pas à le gérer tout ce temps-là. La brosse d'aspiration de Narwhal promet, et j'ai pas eu de problème, donc j'ai tendance à penser que c'est vrai, un rouleau anti-emmêlement qui résiste aux cheveux longs, aux poils de chien, à toutes les affaires qui sont un peu trop longues puis qui finissent par s'entortiller puis qui font que l'appareil ne peut plus fonctionner. À date, c'est vrai. J'ai essayé à côté de ça un autre appareil d'une marque qui s'appelle Roborock qui lui s'est pris dans les cheveux parce qu'on a tous beaucoup de cheveux chez nous et ça a pris 2 ou 3 essais et c'était tout emmêlé. Donc bravo à Narwhal pour ça. L'aspirateur a une bonne force d'aspiration. C'est une espèce de cylindre
Et vous savez, un aspirateur robot, c'est rond. Il n'y a pas de coin. Donc, pour aller dans les coins, c'est en théorie pas capable. Sauf que là, la nouvelle génération d'aspirateurs, la partie aspirante se tasse sur le côté et va s'accoter sur le mur et peut aller chercher dans les coins la saleté accumulée. Et ça, c'est pas mal apprécié parce que ça enlève les petits moutons là, qui s'accumulent dans les coins. Sans avoir à se casser la tête avec ça. Il y a un mécanisme, les pattes, les roues arrière, j'aimerais dire, s'élèvent d'à peu près 3 cm. Ça ne va pas le faire traverser un escalier, il n'y a pas de marches qui vont être franchies avec ça, mais le seuil d'une pièce qui aura un seuil surélevé peut être franchi. Oui. C'est un peu inquiétant au début parce que ça fait tellement de bruit, on a l'impression qu'on casse notre respirateur, mais ça fonctionne et semble-t-il que c'est fait pour ça. À date, moi, ça tient. Et c'est le plus gros bruit que ça va faire parce que l'appareil est extrêmement silencieux. J'ai vraiment apprécié la technique de cet appareil-là. Concrètement, physiquement, c'est un appareil qui a l'air extrêmement bien conçu, assez durable. J'ai pas l'impression qu'il va me lâcher à tout moment, ce qui était peut-être un peu inquiétant avec les premières générations de iRobot, entre autres, des Roomba. On peut évidemment tout gérer dans une application mobile qui est, ma foi, extrêmement détaillée. On voit Ce qui est le fun, c'est quand on fait la cartographie, évidemment, il trace les pièces où on lui demande d'aller. Il identifie les objets. Il peut dire que tu as un divan, que tu as une table, que tu as des chaises, que tu as un tapis. Et on peut évidemment personnaliser, mettre des barrières virtuelles, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé vraiment... C'était la première fois que j'essayais un aspirateur comme celui-là, où j'étais vraiment satisfait du travail qu'il faisait. C'est pas parfait. Mais là, tout à coup, je suis comme, OK, là, si j'avais vraiment à acheter un appareil aspirateur robotisé pour la maison, ça commence à valoir la peine. Là où je ne le ferais pas, c'est que chez nous, j'ai des escaliers, j'ai 2 marches, top. Puis là, j'ai comme une espèce de step level, mid-level, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ne sont pas détectés? Un agent. Ben oui, mais on ne peut pas les franchir. Donc, ça me prend essentiellement 2 aspirateurs. Et là, ça n'a aucun bon sens. On peut cartographier plusieurs régions de sa maison et déplacer nous-mêmes l'appareil pour... Exactement. Mais moi, je suis foncièrement paresseux. Je ne veux pas avoir à faire ça. Et j'ai découvert la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'il existe des aspirateurs qui peuvent franchir, monter et descendre des escaliers de plusieurs marches. Des vrais escaliers normaux qu'un humain normal emprunte. Fait que là, je me dis, si vous avez des marches à la maison, n'achetez pas un aspirateur robot maintenant. Attendez cette prochaine génération d'aspirateurs qui franchit les escaliers. Donc, ça vient de régler la moitié d'un problème parce que des gens qui ont un condo, qui ont un appartement, peuvent avoir un appareil comme celui-là en ce moment parce que c'est très fonctionnel. Et pour les autres, il faut attendre un petit peu parce que ça s'en vient. Oui. Surtout que le Narwhal Flow 2, qui est probablement le meilleur appareil en son genre en ce moment, il évite les gadgets. Vous savez, Roborock, ils ont fait parler d'eux l'année passée parce qu'il y avait un aspirateur avec un petit bras mécanique qui allait chercher des bas. Ça, c'est vraiment un gadget. Celui-là n'a pas ces patentes-là, mais fonctionne très bien, fait la job et il est, selon la version que vous voulez acheter, 1500 ou 1800 $. Ce qui est cher, c'est dans les plus chers dans les appareils dans ce genre-là. Mais souvent, Narwhal va faire des spéciaux, et je l'ai vu pour la fête des pères, il est 1200 $ en spécial, en solde. Donc, là encore, magasinez les soldes, et vous aurez peut-être un appareil qui va faire du bon travail. Beaucoup de compétition. C'est beaucoup d'informations sur un appareil électroménager qui était jusqu'ici très banal, mais les robots aspirateurs sont c'est peut-être un cheval de Troie pour des technologies automatisées à venir plus sophistiquées, mais c'est vraiment quelque chose qui enlève une tâche domestique qui n'est pas toujours le fun à faire, en fait, qui n'est toujours pas le fun à faire. Ou qu'on ne fait pas. Et qui le fait plutôt bien. Là, si vous ne le faites pas, on a une autre conversation à avoir, mais effectivement, ça permet de programmer à chaque semaine et ça le fait quand on n'est pas là. Et là, ça s'accroche plus nulle part, donc il n'y a plus de code d'erreur envoyé. Et là, on capote le restant de la journée. Oui. Donc, on atteint un nouveau seuil là, qui commence à être intéressant de ce côté-là. Écoute, je vais partager ton expérience. J'ai utilisé, dans mon cas, j'ai 3 aspirateurs robots qui nettoient chez moi. Le Roborock, j'ai le Dyson Spot, et c'est ça dont je vais parler ici. Le Dyson Spot plus Scrub AI Wet and Dry. Tu sais, les noms faciles à retenir et à répéter. Appelons-le l'aspirateur qui nettoie et qui lave de Dyson. Il est 1600 $ canadiens. Un prix Dyson pour un appareil qui nettoie et qui lave le plancher. Et quand tu dis que c'est maintenant assez mature comme marché, j'ai été impressionné. C'est le look Dyson avec des bacs qui sont faciles à détacher. Le bac à poussière du Dyson Spot and Scrub AI Wet and Dry est transparent. Et ça, c'est le truc qui est le plus génial. Ton aspirateur robot fait le travail, aspire dans la pièce et se vide dans le bac qui est transparent. Les autres aspirateurs robots demandent habituellement un petit sac qu'il faut vider de temps en temps. J'attends toujours le signal d'alerte qui va me dire c'est le temps de vider ton sac.
c'est un sac qui va demander, c'est pas très cher un sac d'aspirateur, mais souvent ça veut dire de le commander ou de l'acheter pour une dizaine de dollars, vingtaine, trentaine de dollars. J'ai pas regardé. Le fait de ne pas avoir de sac, j'aime beaucoup, beaucoup. On met, comme tu l'as dit, de l'eau propre d'un côté, tu as un gros bac pour l'eau sale. Il ne faut pas oublier de vider le bac d'eau sale de temps en temps, sinon ça peut sentir bizarre. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup des nouveaux aspirateurs robots qui nettoient, c'est que maintenant, on nettoie la brosse automatiquement. Et je ne sais pas comment avec ton aspirateur Narwhal ça fonctionne, mais avec le Dyson, tu as un petit cycle de nettoyage qui assèche, avec une certaine température pour tuer les microbes. Ça se détache. Écoute, c'est vraiment bien fait et on peut remplacer facilement les brosses en cas de besoin. À un moment donné, ça va s'user. On peut les remplacer facilement avec des petits aimants sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit. Tu as remarqué qu'on peut nettoyer partout, on peut sélectionner. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est nettoyer par pièce. Tu échappes quelque chose dans la cuisine, ben, tu démarres ton nettoyage dans la cuisine pendant que tu s'en vas dans l'autre pièce. Nettoyage de salle de bain, j'ai un petit rebord pour ma salle de bain. Très, très cool. Mon plancher de salle de bain n'a jamais été aussi propre. Avec un nettoyage avec plus d'eau pour certaines zones, moins d'eau. Les premières expériences que j'avais eues, c'est que ça faisait de l'eau partout. Maintenant, tu peux vraiment ajuster en fonction du type de plancher, l'eau que tu veux ou pas. Ça aspire et ça nettoie dans le même cycle ou en 2 passages. On peut vraiment programmer ce qu'on désire. Ça, c'est assez général. Je parle pour les aspirateurs robots qui nettoient en général, dont j'ai fait l'essai. Et ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, c'est que le Dyson, je m'attendais à un niveau élevé de qualité et de performance, parce qu'il y a AI dans le nom. Je trouvais que c'est le robot qui s'en mêlait le plus. C'est peut-être le meilleur aspirateur tout court, c'est Dyson, mais le robot, à quelques reprises, m'a fait des misères. Il ne retrouvait plus son emplacement, tournait en rond, message d'erreur. Il y a quelque chose qui cloche. Encore une fois, c'est peut-être juste une coïncidence, c'est peut-être juste un petit bug que j'ai eu, mais j'ai trouvé ça embêtant que l'aspirateur de Dyson soit celui qui semble le plus mélangé dans sa cartographie, alors que les autres écoutent comme des tanks, se promènent d'un bord à l'autre. Et un truc que j'ai fait, Alain, ça va te faire rire, j'ai démarré 2 aspirateurs en même temps, robots, qui nettoient, et ils se sont détectés, puis ils se sont évités. Et c'est vraiment fantastique parce que ça, c'est une autre chose qui s'est améliorée beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des animaux domestiques. La clientèle cible des aspirateurs robots qui nettoient. Les aspirateurs, maintenant, détectent les obstacles et vont te dire, OK, il y a un caca, il y a un fil, il y a une poupée, il y a un jouet, il y a des obstacles qui sont détectés, puis il va contourner ces obstacles-là, répandra pas les cadeaux des animaux partout dans la pièce. Et s'il détecte un animal, il va contourner l'animal, ou un enfant, ou quoi que ce soit qui bouge ou qui se déplace. Et donc, même si on laisse des objets dans la pièce et qu'on les déplace, ben, le robot va détecter qu'il y a un obstacle temporaire et va l'éviter. C'est assez rigolo de voir ça. Fait que, si jamais vous êtes tenté par les aspirateurs robots qui nettoient, magasinez. Toi, t'as essayé le Narwhal. Il y a du choix. Oui, ben oui, puis posez-nous des questions, il y a des ça offres nous fait spéciales plaisir. au bon moment. Ben oui, exactement. Ask me anything. Il va falloir que je les répartisse à des proches là, pour que d'autres personnes en profitent, pour qu'on ait des avis supplémentaires. Mais ce que j'ai bien aimé du Dyson, c'est le bac transparent pour la poussière. Ça, c'est le petit truc le fun. J'ai trouvé moins le fun, par exemple, le robot. Mais ça peut s'améliorer demain matin. Peut-être juste une question de mise à jour ou peut-être un capteur et c'est encrassé que je dois nettoyer. Mais gardez ça en tête, ça peut être des petits obstacles. On paye pour la marque chez Dyson beaucoup. C'est ça qui m'embête avec eux. Mais ça marche plutôt bien autrement, silencieux et tout, puis l'aspirateur fait bien le travail. Et le bac transparent. Voilà. C'est très, très Merci cool. Pascal. Merci. Hey, une autre balado qui se termine. Merci à Voilà. TELUS, merci à Plan Hub, nos partenaires pour le podcast. Merci à Cogeco Média qui permet la diffusion du podcast dans l'application et le service de votre choix. Écoutez-nous où vous voulez, comme vous voulez. Je trouve ça remarquable. PascalForgette.com pour me lire. J'écris des billets de temps en temps, je mets des notes. Contactez-moi, il y a mes adresses et tout. Posez-moi des questions. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse. On peut t'écouter dans dans la balado. Ça tient la route où tu parles de voiture. Vroom, vroom. Intelligemment, devrais ajouter, effectivement. Allez vous abonner. La saison finie, là. On est à l'œil de l'été, elle s'approche, les vacances dans les 2 cas. En fait, ici aussi, on va bientôt prendre une petite pause parce que c'est beaucoup de travail. Mais sinon, abonnez-vous, réécoutez la saison. Il y a des excellents épisodes, il y a des archives. On est rendu à 11 saisons, pareil. Il y a du stock en masse. Sinon, ben, restez avec... prenez soin de vous, c'est-à-dire restez sages et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre tasse de steak. Salut tout le monde!